Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Mes trois invités sont restés avec moi. Venance Konan, journaliste, écrivain, Alafé Wakili, journaliste, écrivain lui aussi. Giovanni Meledj, vous êtes vous, juriste, merci à vous d'être restés. Avec moi, l'ambition du président ivoirien Alassane Ouattara à sa prise de pouvoir était donc claire, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Alors comment se porte économiquement la Côte d'Ivoire sous sa présidence? Élément de réponse dans ce reportage à nouveau signé Olivier Konan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 8%, c'est le taux de croissance prévu de la Côte d'Ivoire en 2018, après 7,8% en 2017. De 2012 à 2015, le pays a connu une croissance moyenne de 9,2%. C'est la première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont elle représente près de 40% du produit intérieur brut. Pour atteindre l'émergence, la Côte d'Ivoire compte sur la transformation locale de ses matières premières. Premier producteur mondial de cacao, avec 2,1 millions de tonnes en 2017, le pays a pour objectif de transformer 500 000 tonnes en 2020 contre 300 000 tonnes actuellement. Au niveau de l'anacarde, dont le pays est également premier producteur et exportateur mondial, avec 750 000 tonnes en 2017, seulement 6% de la production est transformée sur place. Le gouvernement table sur les réformes économiques pour réaliser ses objectifs. Les efforts du gouvernement dans ce domaine visent notamment à accélérer la transformation structurelle de l'économie. Il s'agira d'attirer des investissements dans les secteurs porteurs, de densifier le tissu industriel national, de constituer une main-d'œuvre nationale compétente en vue de soutenir l'émergence de champions nationaux et ainsi favoriser la création d'emplois pour nos jeunes. Pour les spécialistes, le succès de la Côte d'Ivoire ne doit pas seulement se juger aux agrégats macroéconomiques. Au niveau microéconomique, les chiffres doivent tenir compte de l'impact social et le développement des petites et moyennes entreprises, condition d'une croissance inclusive. Lorsqu'on crée un emploi, nous avons souvent un père de famille qui peut avoir 5 personnes, 10 personnes sous sa coupe et qu'il prend en charge. Donc pour nous, les agrégats macroéconomiques peuvent être en total déphasage avec les agrégats microéconomiques. Parce que les agrégats macroéconomiques contiennent des paramètres que nous ne prenons pas en compte. Les agrégats macroéconomiques tiennent compte de l'investissement extérieur, tiennent compte des besoins de l'État, tiennent compte des besoins de la santé, qui ne sont pas ce qui intéresse l'entreprise privée. Nous demandons à l'État de créer un cadre structurel, un cadre qui permet aux petits entrepreneurs de donner ce qu'ils ont dans le ventre. Aux portes du paradis, c'est le titre du rapport de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire, compte tenu des potentialités du pays. Le gouvernement a élaboré un plan national de développement, PN2 2016-2020, d'un montant de plus de 30 000 milliards de francs CFA. Pour contribuer à son financement, la Côte d'Ivoire a émis un nouvel eurobond de record d'1,7 milliard d'euros. Objectif, doper la croissance afin d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. 30 000 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement 2016-2020. Deuxième économie, la plus dynamique du continent après l'Éthiopie. Et quand on dit tout ça, M. Meledj, pour vous, c'est des incantations, des slogans, c'est des incantations? Non, pas des incantations, mais... Vous aviez rechigné tout à l'heure quand j'ai évoqué les performances macroéconomiques de votre pays. Ne vous inquiétez pas, j'arrive avec un argumentaire. Allez-y, je vous écoute. Je dis que tout ce que nous voyons, et la vidéo qui est passée tout à l'heure nous en a démontré, nous en a donné quelques aspects. Mais tout ça, c'est... Nous avons un PIB, une croissance économique à 2 chiffres. Mais aujourd'hui, la question qui se pose en Côte d'Ivoire, quel est l'impact de tous ces aspects macroéconomiques dans la vie du citoyen lambda? Et c'est là aussi que doit se mesurer le développement d'un pays. Mais si au-delà de cette croissance à 12 chiffres, du fait qu'au plan macroéconomique, la Côte d'Ivoire soit, selon les experts, toujours soit assez performante, qu'il n'y ait pas d'impact direct dans la vie du citoyen lambda, moi je pense que ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Venance Konan, effectivement, quand vous rencontrez à Abidjan des Ivoiriens à qui vous parlez des performances économiques de la Côte d'Ivoire, alors qu'à côté, ils voient effectivement que la boule d'Atiké devient de plus en plus maigre, que le courant, l'électricité coûte de plus en plus cher, en tout cas pèse lourdement sur les ménages, que
qu'ils éprouvent des difficultés à se soigner et à se loger décemment en raison de l'explosion des loyers, ils vous demandent de quoi vous parlez. Effectivement, on a fait quoi? De mauvais choix économiques en ce moment-là, en termes de redistribution du fruit de la croissance. Je ne pense pas qu'on ait fait des mauvais choix. Je pense que le fruit de la croissance ne touche pas encore tous les Ivoiriens. Mais il faut rêver, ce n'est pas en disant que tout le monde va être riche. Non. Quand on parle de l'électricité, justement, je dis, pour faire du micro, il faut d'abord faire de la macro. Si on veut que l'électricité arrive dans tous les villages, il faut construire des barrages. On reproche au président de construire des barrages. Mais si on ne construit pas des barrages, si on ne construit pas des centrales thermiques, comment vous voulez que l'électricité arrive dans les villages? Si on veut que les gens aillent investir au nord, si on ne construit pas de routes, comment vous voulez que les gens aillent investir là-bas? C'est d'abord une question de priorité. Absolument. Je crois qu'il y a une question de logique. Des priorités. Une question de logique. Il faut, on parle de pont, il n'y a pas que le 3e pont d'Abidjan, mais regardez le pont sur la Maraoué, il y a le pont d'Abengourou, etc. Si on ne construit pas ces infrastructures-là, comment vous voulez que le pays se développe? Mais regardez les villes qui se développent. Bien sûr, il y a une catégorie qui est pour le moment laissée pour compte. Mais c'est progressivement que les fruits de la croissance va toucher tout le monde. Même dans les pays les plus développés, il y a toujours une catégorie qui est laissée pour compte. Je suis désolé, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on doit encourager ou que c'est un état de fait. Mais c'est un combat de tous les jours. Je ne dis pas que la bataille est gagnée, mais c'est un combat qu'on mène tous les jours. Alafé Ouakili, on connaît l'école du président Ouattara, c'est un adepte du libéralisme, on connaît sa trajectoire professionnelle, directeur général adjoint du Fonds monétaire international, les économistes. Il y a quand même un grand nombre d'économistes qui sont quand même formels. Le libéralisme casse l'humain et tue les services sociaux de base. Est-ce que vous pensez que votre pays peut s'accommoder durablement donc, de ce choix économique, de ces choix économiques? Mais on n'a pas un libéralisme sauvage et intégral. Il a un visage social. Lorsque l'on voit les investissements qui sont faits dans la santé, dans l'école, et lorsque l'on voit aussi le président Ouattara dans ses options, on peut le déplorer. On voit que les investissements publics ou les partenariats publics et privés sont importants. Les investissements publics sont importants. Les ponts, c'est l'État qui est présent dedans, les grands travaux, les barrages, l'État est toujours dedans. Donc l'État étant présent dans la plupart des investissements, fait le projet, vous avez parlé de 30 000 milliards, oui. La mobilisation des ressources demande beaucoup aussi au privé, mais la part de l'État rassure ce que le social n'est pas laissé pour compte et qu'il ne s'agit pas d'engranger les ressources comme des capitalistes et puis laisser les pauvres à l'abandon. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je voudrais... Oui. Il y a des faits, un constat qui est amer et des faits qui sont plausibles. Aujourd'hui, nous sommes, la Côte d'Ivoire vit sous un surendettement. On a plus de 8 à 9 000 milliards. Il y a ça. Il y a aussi... Surendettement, ça dépend. C'est 42% du PIB. C'est pas quel est le pays qui n'est pas endetté. Il y a des pays de l'espace UEMOA qui sont 77%, 80%. Mais bon... Sur ce point, vous savez, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on évoque un fait, on a toujours tendance à faire une comparaison rapide pour montrer que là, moi je dis qu'il y a un surendettement par rapport à une situation qui était antérieure. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne dis pas qu'on est le pays le plus surendetté du monde ou de... Vous déplorez l'état de la dette ivoirienne aujourd'hui. Il y a ce fait-là. Et aussi, il y a aussi le fait qu'en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, M. Vinas Kona a dit que la redistribution allait venir doucement. C'est vrai. Doucement, ça vient. Ça vient. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité de la Côte d'Ivoire est sous le seuil de pauvreté. Ça, je ne peux pas dire que vous avez raison. Voilà. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement. La majorité, non, 47% de taux de pauvreté en 2017. C'est vrai que la redistribution va se faire doucement. Elle arrivera certainement un jour. Forcément, elle arrivera. Mais pour l'heure, ce qu'on constate, il y a, c'est vrai, des infrastructures qui sont des barrages, et je ne crois pas que l'opposition se soit opposée au fait qu'il y ait la construction du barrage. Pas du tout. Je n'ai pas encore entendu. Mais à quel niveau vous pensez que de mauvais choix ont été faits? Dites-nous, vous parlez concrètement. Mais sur des faits qui sont très concrets. Oui, allez-y. Aujourd'hui, il y a une hausse des denrées de première nécessité. Aujourd'hui, l'État a annoncé qu'il y aura une hausse de 3% de l'électricité. Donc ça veut dire que les populations, le citoyen lambda, va avoir sa facture qui sera, même si l'État prend le soin de dire non, ce sera les grosses entreprises ou les gros consommateurs, mais dans tous les cas, les gros consommateurs, ça va avoir une incidence sur le consommateur.
Donc l'État devrait subventionner l'électricité. Ah non, subventionner l'électricité, je n'ai pas. Mais ce que je constate, c'est qu'au-delà du champ de cette communication de croissance à douce, d'économie performante, il y a au niveau du citoyen lambda une véritable difficulté pour le simple citoyen de vivre. Ça, je le constate. Et en le constatant, je ne peux que faire une corrélation avec les choix politiques et les choix économiques, macroéconomiques qui sont faits au niveau de ceux qui dirigent le pays. Vous avez quand même remarqué que la zone UEMOA est l'une des zones où l'inflation est la plus faible. C'est vrai. Et la Côte d'Ivoire a toujours été l'inflation fait partie de la vie économique, fait partie de l'économie. Moi, je voudrais dire quand même qu'on a eu 10 ans de crise, hein, au cours de laquelle les Ivoiriens aimaient dire la Côte d'Ivoire couchée vaut mieux que des pays debout. Ça veut dire même dans la crise, la Côte d'Ivoire était solide. Parce qu'il y a une capacité de résilience. Oui, parce qu'il y a les fondamentaux. Il y avait des fondamentaux qui On ne peut solides. pas nous faire croire que 6 ans après, 7 ans après, ce pays n'a pas évolué et que la situation s'est empirée. Non, mais à la fin, donc on ne peut pas, même dans la crise, la Côte d'Ivoire était debout. Dans la crise, Laurent Gbagbo aimait dire la Côte d'Ivoire est debout, is back. Même dans la crise, on ne peut pas dire 8 ans après que rien n'a changé avec tous ces travaux. Non, je n'ai pas dit... Donc c'est ça l'enjeu. Si... Maintenant, moi je dis qu'il y a des réformes structurelles à faire. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui voyagent, les circuits parallèles de sortie d'argent, de financement, le taux de bancarisation est faible chez nous. Il y a de l'argent qui circule, c'est pour ça que l'État avait voulu renforcer. Bon, il n'y a pas eu peut-être débat, il n'y a pas eu discussion, l'annexe fiscale a été modifiée, mais voyez-vous, les transferts d'argent qui échappent à l'État, vous êtes à Paris, si vous êtes à New York, vous avez besoin de 10 millions, vous donnez cet argent quelque part à Abidjan, ça ne passe pas par les banques, ça ne passe pas par les taux de transfert d'argent, et puis on vous remet l'équivalent en dollars ou en euros. Mais c'est de l'argent que l'Afrique perd, c'est de l'argent que nos États perdent. Il y a une conscience citoyenne à établir. Il y a l'État qu'il faut aider pour que l'État trouve des ressources et réduise justement l'endettement. Sinon, il y a de l'argent qui est produit en Côte d'Ivoire. Il y a de l'argent qui est produit dans nos pays, dans l'espace UEMOA, qui échappe au circuit officiel. Nous devons, en tant que citoyens, nous mobiliser pour que cet argent-là puisse revenir dans le circuit officiel et éventuellement satisfaire sa préoccupation relative à l'endettement. Ce que je constate aussi par rapport à l'annexe fiscale que vous avez citée, c'est que les responsables des grandes entreprises, des PME, se sont plaints de cette annexe. Ils ont été entendus. Non. Ça a été entendu. Ça, je le dis. Mais au moins, ils l'ont évoqué. Ils ont dit que cette annexe, c'est parce que M. Alafé l'a cité que je reviens dessus. Ils ont dit que cette annexe, véritablement, allait paralyser la petite économie. Et cette annexe a été retirée, bien que cette annexe ait été votée par les députés du RHDP. L'Assemblée nationale. Voilà. On va dire quoi, Venance Konan, mais c'est peut-être l'un des défauts des technocrates. Ils foncent, ils travaillent, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'explication au peuple comment temporiser les attentes, les besoins. C'est ça véritablement le problème du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas assez d'explications de pédagogie par rapport à la vision, par rapport à là où on veut aller. D'abord, le grand public ne comprend rien à l'annexe fiscale. Mais ceux non, de façon globale, je vais comprennent ceux qui étaient concernés ont soulevé leurs préoccupations. L'État les a écoutés, le gouvernement les a écoutés, il a tenu compte de leurs préoccupations. Je trouve que c'est tant mieux. Non, je parlais des attentes sociales, hein, des demandes sociales qui sont de plus en plus fortes. Il y en a toujours dans votre pays. Oui, il y en a partout. Il y a des attentes sociales partout. Elles sont toujours fortes. Alors, on le sait, la Côte d'Ivoire, c'est 40% hein, du PIB de l'UEMOA, de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire et ouest africaine. La Côte d'Ivoire, elle seule, c'est 36,4 milliards de dollars de PIB. On nous apprend que bientôt, on aura une monnaie unique dans l'espace EDA. Comment parler de l'économie ivoirienne sans parler de cette problématique-là? Comment doit-on imaginer cette monnaie unique de l'espace CEDEAO? Y aura-t-il une rupture véritable avec l'actuel franc CFA, avec les comptes d'opération qu'il y a au Trésor français? Bien entendu, je pense que les discussions se mènent justement sur cette base-là. Moi, je pense que c'est un projet extraordinaire. La CEDEAO a déjà fait beaucoup de pas en matière d'intégration. L'Afrique de l'Ouest, au-delà de l'UEMOA, est l'un des espaces économiques les plus intégrés. Elle donne l'exemple et je pense que la monnaie unique
va renforcer cela. Il faut encourager les dirigeants et souhaiter que la société civile, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les investisseurs s'approprient le projet. Bien entendu, il y a toujours cette question du franc CFA et ce lien avec la France, ce débat sur la monnaie coloniale. Et je crois qu'on aura là l'occasion de trouver une solution à ce problème, à cette douleur qu'éprouvent beaucoup d'Africains lorsqu'ils dépensent le franc CFA ou lorsqu'ils voient cette monnaie-là. Vous qui êtes aussi, d'une certaine manière, un analyste, on va dire quoi? Il y a des obstacles à surmonter, des pesanteurs extérieures. On les laissera faire jusqu'à avoir effectivement une monnaie autonome, une monnaie unique, une monnaie à eux, les États membres de la CEDEAO. Bon, je ne sais pas si quelqu'un les empêche. C'est un vieux projet qui date depuis le début des indépendances. Il y a eu que nos pays, on est divisé en anglophones, francophones, chacun regardait dans sa direction. Après, il y a eu les divisions idéologiques, ceux qui sont pro-occidentaux, ceux qui sont pro-soviétiques à l'époque. Il y a eu tout ça qui nous a divisés. Aujourd'hui, c'est tant mieux que tous ces pays de la zone CEDEAO regardent dans la même direction. C'est tant mieux. Et apparemment, cette conscience-là est née. Ils se sont réunis, les économistes, les experts sont en train de travailler là-dessus. Je ne m'y connais pas beaucoup en matière de monnaie. Je sais qu'il y a des convergences qu'il faut avoir. Il faut que les ennemis soient... Voilà, je crois que c'est sur ça qu'ils travaillent. Mais l'important, c'est qu'il y ait cette volonté-là. Elle existe, ils vont y travailler. Maintenant, concrètement, dans les détails, je ne peux pas vous... Cette volonté, ce volontarisme politique, vous le saluez au moins, Giovanni Meledji? Non, ne dites pas au moins comme si j'étais là à m'opposer à tout. Non. Moi, je pense que la monnaie unique, au niveau de la CEDEAO, c'est une volonté politique qui est concrète. Parce que, comme l'a dit M. Alafé, au niveau de la CEDEAO, il y a cette intégration, mais qui est une intégration beaucoup plus des peuples qu'une intégration politique. Et vouloir avoir une monnaie unique au niveau de la CEDEAO, c'est un pas énorme. Maintenant, à quelles conditions ? C'est à ce niveau-là que les débats vont se faire, les uns et les autres soupçonnant d'autres de vouloir faire disparaître toutes les autres monnaies pour les agripper aux francs CFA. Ils restent toujours dans le même... Vous pensez que ce risque existe? Ce risque existe, bien entendu, ce risque existe. Il peut arriver, les uns et les autres peuvent convaincre les autres d'avoir le franc CFA avec le même fonctionnement. Et il y a ce risque-là qui existe. Donc, les débats, comme l'a dit M. Venance, les débats vont se mener et puis espérons qu'on va avoir une monnaie unique, mais une monnaie souveraine, autonome, qui va se détacher de tout ce qu'il y a comme lien avec notre ancienne colonie. Cela dit, le tout n'est pas d'avoir une monnaie souveraine, etc. C'est bien, hein? Mais il faut avoir une monnaie qui marche aussi. Le Zimbabwe a une monnaie qui n'est pas accrochée à la France. Mais on voit ce que c'est que la monnaie. Avec un fort taux d'inflation. On voit le naira, on voit le dollar libérien, on voit le dalasi de la Gambie. Aussi, bon, le CIDI, il faut comparer le CIDI et le CFA. On va demander aux Ghanéens s'ils sont contents de leur CIDI aujourd'hui. Donc, c'est pas aussi simple. Avoir sa propre monnaie n'est pas la panacée. C'est pas la panacée. Voilà. Il faut avoir... Tout est... La monnaie, il faut avoir une économie qui soutienne effectivement la monnaie. Et pour ça, il faut dynamiser l'économie. C'est ça le plus important. Merci. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.